Hölderlin es más que un poeta preferido, es un poeta para mí entrañable, un poeta que acompaña siempre en los momentos decisivos, de quiebre y de nostalgia. Y escribió un poema muy hermoso que se llama Paseo en el campo, que voy a traducir del francés, porque en este momento estoy grabando una emisión de Una belleza nueva en los estudios del INA, en Brie-sur-Marne, en las afueras de París. El poema más o menos de Hölderlin dice así: ven hacia lo abierto, amigo, aunque hoy día poca luz esplenda todavía, y que el cielo no sea una prisión. Las cimas de los bosques, a nuestro gusto, ni siquiera las montañas, pudieron expandirse, y el aire está sin voz. Hay sombra, las calles y los caminos duermen, y por un poco yo creería que hemos vuelto a la edad de plomo. Sin embargo, una voz ejerce la fe justa, y esa voz no ha sido todavía apagada por un momento. Que este día sea dado a la alegría, porque no es mala limosna que podamos quitarle al cielo, como esos dones que se le negaban a los niños, solamente un propósito de nuestras penas. La ganancia sea digna y sin mentira. Es por eso que yo guardo la esperanza, cuando habremos arriesgado el paso soñado y cuando hayamos desatado nuestras lenguas y encontrada la palabra y nuestro corazón se expanda, cuando la frente ebria de una razón otra aparezca y que nuestra floración pueda alcanzar la floración del cielo, que sea abierta a la mirada, abierta a la luz. C'est Hölderlin, c'est La promenade à la campagne. Et ce poème, c'est pour recevoir M. Jean-Luc Nancy, philosophe français, qui est venu très gentiment pour participer à cette émission de Une bouteille Noël, Una belleza nueva, ici à Paris, à Brie-sur-Marne. Monsieur Nancy, merci beaucoup d'être ici. Merci à vous. Et je désire que nous pourrons peut-être, au cours de cette conversation, délier nos langues. Et peut-être, si c'est possible, accéder à cette autre raison qui doit jaillir. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir invité à cette émission tellement inattendue, de pouvoir parler avec vous pendant 1 heure. C'est très inattendu pour un philosophe, pour une émission de philosophie. Et c'est très inattendu que ça vienne du Chili. De si loin. De si loin, oui. De si loin, mais qui n'est pas non plus totalement loin, parce que j'ai quelques amis au Chili et je suis content que ce lien de plus se fasse avec ce pays que je n'ai jamais visité, mais que j'aimerais bien visiter un jour. Et en fait, vous avez eu un élève qui maintenant vous a traduit et qui vous présente dans l'édition de ce livre, La Comunidad Inoperante. C'est Juan Manuel Garrido qui a fait la présentation, la traduction. Et ensuite, La Comunidad Enfrentada, ce deuxième livre. Voilà. Oui, donc, oui, de Juan Manuel Garrido qui a fait sa thèse avec moi à Strasbourg. Enfin, qu'il ne l'a pas faite à Strasbourg, qu'il l'a faite par email de Santiago à Strasbourg, et qui est venu à Strasbourg pour soutenir sa thèse, et qui est un jeune philosophe de très très grande qualité, ce que je ne dis pas parce qu'il a traduit des livres de moi, mais de cause de son travail propre, et dont un livre sera publié l'an prochain aux éditions Galilée, les mêmes éditions où je publie la plupart de mes livres. Oui. Donc c'est possible un dialogue philosophique entre la France et le Chili, l'Amérique. Oui, 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 tout à fait, oui, bien sûr. En passant, comme vous venez de le faire, par l'Allemagne. Parce que vous citez Hölderlin, vous avez lu Hölderlin en espagnol, puis en français, et
on ne l'aura pas lu en allemand, mais la langue, c'est l'allemand. Et ce qui est intéressant, comme toujours, c'est la traduction, parce que j'ai entendu qu'en espagnol, vous dites, comme en français, on s'adresse à l'ami et on lui dit, viens dans l'ouvert, in apierto, vous avez dit. Lo abierto. Ven a lo abierto, sí. Et en allemand, c'est ins Freie. C'est-à-dire, littéralement, c'est viens dans le libre. Ah, d'accord. Oui, frei, c'est... Alors, mais bien sûr, on ne peut pas traduire par le libre parce que le libre devient, en français du moins, et je pense comme en espagnol, c'est tout de suite une qualité morale. Tandis qu'en allemand, dans cet emploi, c'est-à-dire le das Freie, non pas frei comme adjectif, ich bin frei, ça veut dire je suis libre, mais ins Freie, ça veut dire dans le libre, alors au sens où on ne peut pas le substantiver en français, en fait ça ne se fait pas, et puisque ça veut dire sortir de la ville, c'est ce que dit le poème, sortir de la ville, aller dans la campagne, c'est la promenade à la campagne, et c'est le libre au sens, en effet, où on traduit l'ouvert. C'est-à-dire c'est, bon, c'est l'ouvert, mais l'ouvert au sens où, peut-être d'une part où les limites sont écartées, où le regard porte loin aussi. Cet ouvert a une tonalité un petit peu gênante parce que c'est un mot aussi en français qui est un peu trop du côté de la générosité, l'ouverture à l'autre. Bon, et il y a une sorte de, vous voyez, de refrain humaniste, moraliste, avec lequel on ne peut qu'être d'accord. Alors, c'est pour ça que je voulais dire qu'en allemand, c'est le libre, das Freie, c'est-à-dire que c'est aussi c'est un appel à être à la hauteur de ce qui est sans limite. Est-ce que la philosophie contemporaine, occidentale, aujourd'hui, est à la hauteur de ce défi? Vous avez dit la philosophie contemporaine occidentale. Oui. Est-ce qu'il y a encore une philosophie occidentale d'abord? Je crois que Occident est un mot qui n'a plus beaucoup de sens parce que, bien entendu, il y a toujours des parties du monde et il y a des esprits propres à ces parties du monde. Je veux dire, en particulier, je suis très conscient que l'Amérique latine est un certain continent. C'est un continent de pensée, d'esprit, de sensibilité. L'Europe en est un autre, l'Amérique du Nord en est un autre, l'Afrique, le monde méditerranéen, arabo-persan, si on veut, l'Inde, la Chine, bien. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Occident, comme pôle d'origine d'une certaine civilisation technique, scientifique, humaniste et démocratique, ce pôle est presque disparu comme pôle, puisque tout est répandu à la surface de la Terre, et désormais on pourrait dire que la Terre entière, c'est un peu Occident face à l'Occident. Même s'il y a certainement des ressources qui ne sont pas strictement occidentales, qui peuvent venir de beaucoup d'endroits, je dirais vraiment l'Occident a disparu. C'est pour ça aussi qu'il y a un tel questionnement au sujet de l'Occident. Donc votre question, elle fait partie de ce questionnement. C'est-à-dire, est-ce que la pensée occidentale venue de l'Occident est à la hauteur d'un monde dans lequel, tout d'un coup, il y a une ouverture, parce que sans limite, qui nous demande ce que nous avons à penser et ce que nous avons à faire. Est-ce qu'il y a une ouverture? On pourrait dire que nous sommes dans le désert. Non? Au Chili, il y a un grand désert. Nietzsche disait, le désert avance. Au Chili, littéralement, le désert avance et il va avancer en plus. Et on a beaucoup de gens, des jeunes surtout, ont l'association aujourd'hui que
tout deviendra bientôt désert. Alors qu'est-ce qu'il y a Eh bien, je crois qu'il faut dire en effet que le désert avance, ou Nietzsche dit plus exactement, là aussi en allemand, le désert croît. Ce qui est croître, c'est à la fois un mot pour comme une plante, n'est-ce pas, qui peut croître. Et c'est parce que plus menaçant. Mais bon. Le désert avance aussi, sans doute, bientôt en Europe. Il est possible, je parle du climat, il est possible que le désert, ou une certaine désertification, d'abord remonte au nord de l'Afrique et traverse la Méditerranée, si le réchauffement climatique continue. Mais il y a un autre désert plus terrible encore, et plus tragique. Oui, je veux dire, le désert plus tragique, je demande à voir, parce que quand c'est vraiment le désert, ça peut être des bouleversements des conditions de vie, d'existence, de travail, terriblement tragiques. Maintenant, l'autre désert qui croît, comme vous dites, mais c'est le même en fait, c'est le même. Vous voulez dire le désert du nihilisme, c'est-à-dire le désert d'une civilisation qui ne se voit plus d'autres repères, d'autres valeurs et d'autres fonctionnements symboliques en général que l'équivalence générale de la marchandise. Bon. C'est vrai que ce désert croît. Mais en même temps, je dirais, cette croissance du désert est aussi une ouverture. Ça ouvre, oui, ça ouvre sur rien, si on veut. Mais ça ouvre. Mais ça ouvre. C'est-à-dire que ça nous met dans la situation de n'avoir plus aucune assurance donnée, c'est-à-dire nous ne pouvons pas dire l'histoire, ni la transhistoire, ni Dieu, ni l'homme, ni le savoir scientifique, ni le progrès et la maîtrise de la nature. Bon. Plus aucun de ces mots ne peut nous donner un avenir. Alors, ça veut dire que peut-être pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'humanité tout entière, elle doit inventer son avenir. Vous dites au début de ce livre, La déclosion, déconstruction du christianisme, édité par Galilée, le titre, on va le commenter après. C'est fort dire la déconstruction du christianisme, vous l'allez expliquer après. Mais il y a une phrase au début, très belle, parce que poétique. Vous dites « Il s'agit d'ouvrir la terre obscure et dure et perdue dans l'espace. Se trata de abrir la tierra oscura y dura y perdida en el espacio. » Qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue philosophique? Ouvrir cette terre obscure et dure et perdue dans l'espace. Alors la terre perdue dans l'espace, quoi, ça veut dire que aujourd'hui, nous savons que nous sommes seulement une planète au milieu d'un espace non seulement énorme, mais virtuellement infini, qui est, comme le dit la physique contemporaine, qui est en expansion, et que cet espace est le lieu, en même temps le lieu naturel, normal de la Terre, qui est une partie de cet énorme univers en expansion, et que, d'abord que très vraisemblablement la Terre est le seul endroit habité par des êtres maniant la pensée, la réflexion, par des êtres qui se demandent pourquoi cet univers est là. Et je dirais peu importe de savoir s'il y en a d'autres ou pas qui se le demandent, parce que s'il y en a d'autres, eh bien, ils se le demandent comme nous, au fond, et, bon, et nos questions sont les leurs. Mais du coup, nous savons aussi qu'il n'y a rien d'autre que cet univers. C'est le vieux gouffre de Pascal, un peu? Oui, sûrement, mais Pascal est le premier des modernes. Et quand Pascal dit, oui, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, c'est à ça que vous pensez. Pascal, il est de l'époque qui précède de peu le monde de Newton, qui précède de peu le moment où Newton dira, quand je passe mon épée à travers la limite du monde,
comment est-ce que mon épée traverse s'il n'y a rien de l'autre côté? Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a plus des mondes emboîtés les uns dans les autres et derrière un monde, par exemple un monde d'anges et puis un monde de Dieu. Bon. C'est-à-dire que Dieu a quitté les arrière-mondes. Il est peut-être en plein au milieu du monde. Alors voilà, on pourrait dire ça. Ouvrir la terre, ça veut dire la réouvrir en elle-même sans la rapporter à un autre monde au-delà, mais dans la terre qui en même temps est devenue dure, fermée, parce que c'est la terre de... Bon, voilà de ce qu'on a appelé le matérialisme. C'est peut-être attendre, comme disait Heidegger, qu'un nouveau Dieu apparaisse, un autre Dieu que le Dieu ou les dieux, ou le Dieu monothéiste plutôt. Est-ce qu'il faut le dire avec ce mot de Dieu? Ça, c'est vraiment une question à laquelle je n'ai pas répondu, que je voudrais travailler plus par la suite. Pour le moment, je dirais, si vous permettez, je dirais à la fois oui et non. Ah d'accord. Bon, c'est-à-dire, non, pas un nouveau Dieu, pour autant que le nom de Dieu reste le nom d'une puissance transcendante qui peut... Bon, pour autant que le nom de Dieu reste un nom imposant, comment dire, plus que majestueux, majestueux et en même temps souverain, au sens de la souveraineté, disons, politique, alors non. Alors non, parce que les dieux, tous les dieux n'ont jamais répondu, au fond, à ce qu'on attendait d'eux. Sauf certains dieux que vous appelez les partenaires ou les amis. Avant, les dieux étaient nos partenaires. Et maintenant, nous avons, à partir du monothéisme judéo-chrétien, nous avons un Dieu qui n'est plus partenaire. Hein? Qu'il n'est plus tout en l'étant, parce que c'est aussi, au départ, c'est le Dieu d'une alliance, c'est le Dieu qui devient homme, et puis c'est le Dieu, mettons dans l'islam, c'est le Dieu qui, tout en s'éloignant infiniment du monde, est présent partout dans le monde. Alors, mais ce qui est sûr, c'est que le partenariat a changé, ça oui, oui, et que le partenariat avec les dieux, au pluriel, c'était un partenariat au fond d'échange. Je te donne quelque chose, je te fais des offrandes et tu me donnes la protection, la sécurité, etc. Le partenariat avec le Dieu du monothéisme, c'est un partenariat en quelque façon sans échange, ou alors avec un échange total. C'est-à-dire, je te donne tout et toi, tu ne me donnes pas tout. Tu me donnes de me donner entièrement. Alors, c'est-à-dire que c'est peut-être justement l'ouverture qui est là. Et quel serait alors l'ouverture, peut-être qu'on peut l'appeler Dieu, mais alors en rappelant que le nom de Dieu, venant du latin dies, le nom de Dieu indique justement la séparation, l'ouverture. Dies, le jour, la nuit. Bon. Alors, si on veut dire que Dieu, c'est l'ouverture, c'est la différence entre le jour et la nuit, c'est la différence entre la terre et le ciel, mais une différence qui est justement qu'il faut ouvrir dans la terre elle-même. Alors peut-être que le nom de Dieu, mais je ne sais pas, je ne sais vraiment pas s'il faut. C'est-à-dire, je crois qu'il faudrait garder, ou peut-être il faudrait trouver une nouvelle capacité pour dire quelque chose comme mon Dieu, comme exclamation. Je dis mon Dieu. Pas Dieu comme un objet disponible de la métaphysique. Non, Dieu comme un appel. Comme un rapport aussi. Hein. Comme, oui, un appel, c'est-à-dire un rapport, un appel qui est une réponse à un appel. Il y a quelque chose nous appelle, mais ce quelque chose n'est pas là-bas, n'est pas quelqu'un non plus. Mais il y a un appel, je veux dire, l'homme est une réponse à un appel. Mais l'appel de qui? Une réponse à quel appel? Qui fait cet appel à l'homme? Lui-même. Lui-même. L'homme s'appelle. C'est lui-même ou un autre ou l'autre? C'est l'autre en lui. C'est-à-dire, l'homme, c'est justement, l'homme, c'est l'ouverture de l'autre dans le même, si vous voulez. Le même, c'est quoi? Le même, alors disons, là, c'est la terre, c'est le monde. Quand l'homme arrive dans le monde,
par exemple, l'homme, il commence à enterrer ses morts. Et il commence aussi à faire des marques sur les parois de la caverne. Bon, tout ça, ce sont des altérations du monde de l'identique. Et c'est d'emblée le rapport à une altérité. C'est-à-dire l'autre mort est le même que moi, mais le même dans son altérité. La marque que je fais, elle est ma marque, elle est d'une certaine façon la même chose que moi, elle est moi-même, ou les mains, vous savez, les mains sur les parois des cavernes, les mains avec avec les hommes qui soufflaient des pigments pour avoir la forme de la main. Tout ça, c'est le même se présentant comme autre. Est-ce que l'autre, toujours on a parlé de l'autre, l'altérité, en espagnol, l'otredad, c'est un mot un peu, c'est pas un beau nom pour désigner ce que vous voulons parler, mais est-ce que l'autre est dedans de nous-mêmes? Quand on parle de l'autre, on pense à quelqu'un qui est dehors. Où est l'autre vraiment? Oui, il est dedans. Il est dedans. Il est le dehors dedans. Mais il n'y a pas de dedans. Il n'y a pas de dedans. Non, il n'y a pas de dedans. Où le dedans est une ouverture. Donc le dedans est une altérité ou une altération. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Si vous devrez expliquer ça à des enfants, vous avez fait ça dans un livre, un beau livre, vous avez fait de la philosophie pour enfants. J'imagine que c'est difficile d'expliquer ça à des enfants, mais c'est un défi intéressant. Au ciel et sur la terre. Là, vous avez parlé de Dieu, de tout ça, du sens. Si vous devrez expliquer ceci à un enfant, cette idée. L'autre dans le même. Oui, oui. Mais je crois, je lui dirais que s'il cherche à se comprendre lui-même comme même, là il va dire je suis le même que hier et avant-hier, oui, et le même qu'au moment de sa naissance, ça devient difficile. Cette naissance, il n'en a aucun souvenir, il y a bon. Et le même que celui qu'il sera dans 2 jours, ça va, mais dans 1 an, c'est plus compliqué, et dans 20 ans, c'est très compliqué, ou c'est même totalement irreprésentable. Bon. Et donc, j'essaierai de lui montrer que ce que nous croyons comme le plus évident, à savoir que nous sommes le même que nous-mêmes, est en fait le plus difficile, le plus compliqué, le plus éloigné, et que être soi-même, c'est se rapporter à un soi qui n'est jamais donné. Et là, je ne le dis plus comme je le dirais à un enfant, parce que il faudrait prendre plus de temps, il faudrait déplier. Mais voilà. Alors, je crois que ce rapport à l'altérité que nous sommes et qui nous fait être, c'est le rapport que notre civilisation a perdu. Parce que nous croyons que nous sommes vraiment mêmes. Et que toute notre culture nous présente du même, tout le temps. C'est le même, c'est le même. Là, ici, on fait de la télévision, mais les caméras sont les mêmes qu'à San Diego, elles sont les mêmes qu'à Pékin, elles sont les mêmes qu'au Cap. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Mais pourtant, nous ne sommes pas les mêmes. Mais en même temps, nos différences, entre les régions du monde, nos différences deviennent beaucoup plus difficiles à saisir, ou alors elles veulent s'affirmer comme des identités fortes, closes et exclusives des autres. Alors, on va dire qu'on est absolument et résolument tout ce qu'on voudra comme identité. On est américain du Nord ou du Sud, chilien, après français, on est chrétien, on est musulman. Et puis, en fait, vous savez bien qu'aujourd'hui, ce mouvement vers l'identité se démultiplie. Alors, on est français, mais même plus français. On est plutôt, je ne sais pas, breton ou provençal. Et puis, on est chrétien ou athée. Et puis, on est homosexuel ou hétérosexuel. Et puis, et on n'en finit pas. Mais ça, pour quelqu'un qui ne participe pas à la discussion philosophique, c'est difficile de vivre sans identité. Ça donne un peu de vertige. Comment vivre
sans un même, sans une sûreté. Le monde cherche une certaine sécurité, une certaine certitude. Parce que instinctivement, l'enfant cherche une certitude, une référence, l'adolescent aussi, une limite. Comment vivre dans un monde où tout bouscule, où tout change Et oui, bien sûr, la bousculade du monde et cette bousculade sur le fond d'une identité généralisée, mais d'une identité technique et économique généralisée, elle pousse à chercher des identités de plus en plus particulières, étroites et en même temps très fortes. Parce que bien sûr, il y a besoin d'identité, bien sûr, absolument. Mais je crois que l'identité n'est jamais aussi sûre, aussi forte que quand on n'y pense pas. S'il faut tous les jours que je me dise « je suis bien moi-même voilà, je sais qui je suis, je sais quel est mon métier, mon pays, ma langue, mes pensées, ma religion, mes appartenances. S'il faut tous les jours s'assurer de ça, alors c'est que cette identité est fragile. Une vraie identité, c'est une identité qui agit, je dirais. C'est une identité qui va devant elle, qui n'a pas besoin de se demander si elle est une identité. C'est peut-être, je cherche dans la poésie, les poètes trouvent des mots pour faire une synthèse des idées. Rimbaud, quand il dit « je et un autre », c'est peut-être ça, quand il disait « yo soy un otro ». Oui, je ne sais pas maintenant comment on explique, comment on commande d'habitude le mot de Rimbaud, mais je vois bien qu'il y a une tendance moderne qui a été de l'interpréter comme une sorte de perte du jeu. Je est un autre et donc il est perdu, il est en dehors. Mais je crois que on peut dire aussi bien que je est un autre veut dire je n'ai pas à m'en occuper, je n'ai pas à m'en assurer. Il est toujours plus loin, il est toujours en avant de moi. Je marche, je dis des choses et je dirais c'est comme le rapport de Rimbaud, du même Rimbaud, avec la beauté. Vous savez, d'abord Rimbaud dit j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai injuriée. Tenté la belleza en mis rodillas y la injurié y la encontré amarga. Voilà. Et puis un peu plus loin, il dit maintenant c'est fini. J'ai appris de nouveau à aimer la beauté. À saluer la beauté. À saluer la beauté. Oui, voilà, ça. Merci. Vous savez mieux Rimbaud que moi. Non, mais oui, mais voilà, je dirais peut-être que nous avons à réapprendre à saluer l'identité comme altérité, mais à la saluer de loin, on pourrait dire. Salut, je te salue. Oui. À la fois, salut, je te quitte parce que je n'ai, mais plutôt attaché à une identité qui ne cesse pas de se créer. Et c'est avec ça que nous avons du mal. Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai commencé à lire dans un café à Paris quand je suis venu produire les interviews. Et je suis resté dans ce café, ça c'est le plaisir de Paris, de prendre un livre, Être singulier, pluriel. Et dans ce livre, il y a un morceau que j'ai marqué ici, de vous dites et pouvons-nous penser une terre et un homme qui soient ce qu'ils sont, c'est-à-dire rien que terre et homme, mais qui ne soient donc aucun des horizons cachés sous ces noms, aucune des perspectives ou des vues en vue desquelles nous avons désespéré et défiguré les hommes. Et puis vous dites, pour que l'homme soit découvert et pour qu'un sens humain prenne un sens, il faut d'abord que soit défait tout ce qui prétendait la vérité sur la nature, sur l'essence o sur la destinación del hombre. En español, para que el hombre sea descubierto y para que el sentido humano tenga sentido, hay que deshacer primero todo lo que pretendía ser verdad sobre la naturaleza, sobre la esencia o sobre la détermination de l'homme. Je voudrais commenter peut-être ce livre, à la lumière de ce texte que j'ai lu, et peut-être que vous expliquiez cette idée de être singulier pluriel, que j'associe à ce que vous avez dit maintenant. Je fais Mais là, dans le passage que vous venez de lire, bon, il est dit il faut découvrir l'homme. Alors ça, je crois, c'est très important. Nous sommes à la fin
de toute une époque de civilisation dans laquelle le mot humanisme a été un grand mot. Et aujourd'hui, si on critique l'humanisme, on est immédiatement considéré comme un barbare, comme un nihiliste, ou alors comme un fanatique religieux. Bon. Non, la critique de l'humanisme veut dire que si humanisme veut dire qu'on sait déjà ce que c'est que l'homme, alors c'est fini. Parce que tout ce qu'on sait déjà, c'est déjà mort. Quand une chose est bien connue, c'est fini. Bon. Il vaut mieux être un ignorant. Il y a un poète français, belge qui habite au sud de la France, qui a écrit un beau poème, Philippe Jacotet. L'ignorant. Oui. Ah oui. J'ai beaucoup aimé cette Ah oui, je ne connais pas ça. Je ne connais pas le titre ni le La valeur poème. positive de l'ignorance. Mais, ah oui, mais bien sûr qu'il faut toujours être dans l'ignorance. Si on ne reconnaît pas de l'ignorance, alors on est tout de suite idiot, je pense. Et même un grand savant, je dis un savant des sciences dures, un mathématicien, un physicien, un chimiste, ce sont des gens qui se reconnaissent toujours comme ignorants, fondamentalement. Sinon ils ne feraient pas de science. Alors, le fait que nous sommes en réalité ignorants quant à l'homme, voilà d'abord ce qu'il nous faut redécouvrir. Vous savez, Kant dit qu'il y a 4 questions. La première, c'est que puis-je savoir? La deuxième, c'est que dois-je faire? La troisième, que m'est-il permis d'espérer? Alors, à ces 3 questions, il répond de manière. Mais la quatrième, c'est qu'est-ce que l'homme? Et ça, il dit, il n'y a pas de réponse à cette question. Et Pascal, pour revenir à lui, avait déjà dit, l'homme passe infiniment l'homme. Passe, dans le français de Pascal, ça veut dire dépasse. C'est presque nietzschéen, ça. Ah oui. Ben lui, Nietzsche dit l'homme est un animal malade. Ou bien l'homme est un danseur sur une corde au-dessus de l'abîme. Bon. Mais toutes ces choses-là veulent dire la même chose. Veulent dire l'homme est pour lui-même un point d'interrogation. Mais, justement, point d'interrogation, c'est encore un piège. Parce que c'est une question, et alors la question présuppose qu'il y a une réponse. Alors, ça, c'est peut-être le piège. Mais il n'y a pas une réponse? Non, justement, il n'y a pas de réponse. Mais comment on sait ça qu'il n'y a pas une réponse? Comment cette certitude? Parce que, on le sait, parce que l'homme, si l'homme est celui qui se demande qui est l'homme, prenons la question d'abord, l'homme se demande qui est l'homme. Mais si c'est l'homme qui le demande, évidemment, il ne peut pas répondre. Voilà, c'est tout. L'homme ne peut pas répondre à la question. Mais il peut comprendre que ce n'est pas une question, que c'est un appel. Comme c'est beau on ça, disait il y a une tout à l'heure. différence entre question et appel. Ah oui, une grande différence. Peut-être la philosophie du futur, ça doit être une philosophie plutôt de l'appel que des questions? Oui. Et du coup, vous voyez bien, il y a 2 réponses. La réponse à une question, c'est une réponse à une attente de savoir. La réponse à un appel, c'est une réponse pas par le savoir, par la présence. Là, évidemment, il y a un grand modèle qui est au départ du monothéisme, du triple monothéisme occidental. C'est Abraham. Dieu dit, il appelle, enfin, Abraham qui ne s'appelle pas Abraham, qui s'appelle Abraham. Et Dieu dit Abraham. Et lui répond, il dit, me voici. Et là, Dieu lui donne un ordre invraisemblable de tuer son fils, etc. Bon. Alors, je crois que ça c'est vraiment exemplaire, le fait qu'il s'agisse de recevoir un appel qu'on ne comprend pas. Mais qu'on accueille. Mais qu'on accueille. Regardez le poème de Hölderlin, ça s'adresse à l'ami, c'est un appel. Viens, mon ami, allons dans l'ouvert. Au fond, c'est ça l'appel, c'est toujours, viens, tu ne sais pas vers quoi, mais vas-y. Et qu'est-ce qui se passe dans tous nos vrais rapports humains forts, importants, je veux dire, dans l'amour, bien sûr, dans l'amitié, mais aussi dans des rapports de
de travail, je dirais, mais même des rapports d'entreprise. Et tout, si quelqu'un vient dire à un autre, viens, on va faire une entreprise, pas quoi, on va monter une maison de production de films, je ne sais pas, mais de commerce. Oui, oui. Hein. Le commerce a été aussi une grande aventure. Hein, eh bien, c'est-à-dire, on appelle toujours à une forme d'inconnu. Si C'est une aventure. une aventure. C'est un risque toujours. Oui. Or, justement, nous sommes, la Terre n'a plus d'espace pour l'aventure. Il n'y a plus de découverte, il n'est plus question d'aller, je sais pas quoi, d'aller au Tibet comme Alexandra David-Néel, d'aller à Tombouctou comme Caillé. Il n'y a plus rien, rien du tout à découvrir. Plus rien à découvrir dans l'espace. Et nous croyons qu'il n'y a pratiquement plus rien à découvrir non plus dans le, comment dire, dans la matière elle-même. Voilà, nous sommes descendus aux atomes, nous dressons le tableau du génome humain, etc. Mais ça, ce ne sont même plus des découvertes, c'est des questions avec réponse. Questions chimiques, réponse chimique. Questions microchimiques, réponse microchimique. Bon. Vous êtes bien critique de la science, hein? Non, je ne suis pas du tout critique de la science. Quand vous dites, par exemple, les thèmes de l'étonnement et de la merveille de l'être sont suspects s'ils renvoient à une mysticité extatique, et le thème de la curiosité scientifique ne l'est pas moins s'il renvoie à un affairement collectionneur de rareté. C'est-à-dire, ce que je traduis, el tema de la curiosidad científica no es menos sospechoso que la maravilla de ser cuando nos envía a transformarnos en coleccionadores de rarezas. Donc, vous définissez un peu la science des scientifiques comme des collectionneurs de rareté. C'est dur. Pourquoi? Non, pourquoi c'est dur? C'est pas dur du tout. C'est pas dur. Mais la science, elle demande et ne cesse pas de demander, de questionner pour obtenir ce qu'il a appelé rareté, c'est-à-dire pour obtenir, par exemple, la constitution ultra microscopique de la matière ou des... Bon, mais et ce sont, quand on obtient ces réponses, ce sont des réponses extrêmement précieuses parce qu'elles ont demandé un appareillage extraordinaire pour être élaborées. Mais rien là ne répond à un appel. Sinon un appel de savoir qui est en effet, qui fait partie aussi de l'appel en général. Mais peut-être aussi faut-il toujours comprendre que l'appel à savoir est un appel qui demande à la fin toujours que le savoir s'ouvre sur le non-savoir. Peut-être celui qui accueille mieux l'appel, c'est même plus que le philosophe, a été le poète, en Occident, si on parle d'Occident. Oui, ça c'est vrai. Et ça, je crois, la philosophie aussi l'a toujours su, même si elle s'est toujours battue. Mais vous savez, c'est Descartes qui dit, c'est Descartes, c'est-à-dire philosophe qui a l'air pas du tout poète. Il dit dans un texte, il est vrai de jeunesse, il y a en nous des semences de vérité, les philosophes les extraient par raison, les poètes les arrachent par imagination, et elles brillent alors d'un plus vif éclat. Ah oui. C'est Descartes, ça. Oui, c'est Descartes. Vous voyez, je le sais par cœur parce que c'est un texte tellement frappant, c'est dans une sorte de petit texte de jeunesse, mais au début de son travail vraiment cartésien, à l'époque des régulés, ou presque avant, ce sont des petites notes qui se sont dans, je crois, dans... Ah, je ne sais plus quel est le titre d'ensemble de ces notes, mais je pourrais vous le dire un autre jour, oui. Il y a beaucoup de provocations dans vos livres, de belles provocations, des appels. Moi, j'ai reçu vos livres. Je n'ai pas lu vos livres comme de la philosophie systématique. J'ai fait une lecture absolument ouverte. J'ai pas pu lire, j'ai lu les chapitres, mais quelquefois je sautais, je revenais. Ça a bien marché pour moi comme lecteur, pas comme professionnel de la philosophie. D'abord, vous demandez... Mais je ne sais pas si je suis tellement un professionnel. Je suis de moins en moins professionnel de la philosophie. Bien entendu, j'ai une formation professionnelle de philosophe. J'ai enseigné toute ma vie la philosophie dans une faculté ou dans plusieurs facultés de philosophie. Mais je dirais que je ne suis vraiment plus un professionnel. Je crois
qu'aujourd'hui, il faut aussi, oui, sortir dans l'ouvert Oui. par rapport à la profession philosophique. La philosophie semble fermée, close à sa propre clôture. L'académie est une clôture. Le monde académique des philosophes, sont des philosophes, des historiens qui font des papers pour des doctorats. Et c'est tout un monde technicien du savoir il me semble que c'est un peu où il n'y a pas d'appel. Ben oui, il n'y a monsieur, pas de l'air. oui, oui, mais je crois que ça c'est une question de période dans l'histoire. Il y a des époques dans l'histoire où l'université a été un vrai Oui, oui. foyer d'ouverture, par exemple à la Moyen grande Âge. époque de la scolastique, Oui. oui. Mais après, si vous prenez l'université en Europe au XVIIIe siècle, c'est rien. Rien ne s'est passé dans l'université. Newton n'est pas un universitaire, Ah oui. Lavoisier n'est pas un Einstein était universitaire, Pascal n'est pas un Ouais. universitaire. Bon, Einstein, oui. C'était très libre bon, et très bon. indépendant. Et comment faire de la philosophie? Où peut se faire aujourd'hui la philosophie qui ne soit pas l'académie? Où? n'importe où, n'importe où on peut soit parler, soit écrire et donc communiquer d'une manière ou de l'autre. Et il est certain évidemment que ça demande aussi des moyens pour se rencontrer. Bon. Et qu'il y a surtout, il y a une grande ambiguïté. Alors en tout cas, en Europe, il y a une grande ambiguïté, c'est que aujourd'hui, il y a une demande comme ça, de philosophie très très large, qui est en fait un aspect de la demande, de la nouvelle demande de religion. Alors, on veut des discours de conseils, de sagesse, au fond toujours des discours de On dit en espagnol salut. autoayuda. Oui. Autoayuda. Oui, voilà. Donc la philosophie est devenue autoayuda. Mais la philosophie, elle n'est pas là pour aider. La philosophie ne nous aide pas à vivre mieux? Je crois que si, quand même. Il faut être oui. honnête. C'est-à-dire que avoir beaucoup pratiqué la philosophie, travaillé la philosophie, ça fait que, quand même, dans les circonstances difficiles ou importantes de la vie, que ce soit des circonstances affectives fortes ou la grande maladie, l'approche de la mort des proches, la vision terrible du monde aujourd'hui, regardez ces derniers jours, du moins dans le monde méditerranéen, ce qui est en train de se passer à Gaza et au Liban. Oh oui, c'est bon, pendant que ça continue en Irak, en Afghanistan, c'est effrayant. Oui. C'est effrayant. Nous sommes là, dans cette partie du monde, vraiment devant un spectacle terrible. Alors, bon, la pratique de la philosophie permet par moment, oui, c'est vrai, ça donne une petite énergie. On dit, bon, il faut essayer de penser, vraiment, pas d'avoir des opinions, ni seulement des réactions. Mais pas penser dans l'isolement de la philosophie qui parle de la philosophie et des philosophes qui remettent à d'autres philosophes. Au contraire, beaucoup dans la communication, j'aime pas trop le mot communication, bien sûr, mais bon, mais justement dans l'échange de la paix. Vous savez, ce qui est formidable quand on écrit des livres, c'est qu'il arrive comme ça, pas trop souvent, mais il arrive de temps en temps que tout d'un coup, on reçoit une lettre ou un email ou un appel téléphonique ou un lecteur très lointain. Pas quelqu'un de la corporation, ni quelqu'un de proche, ni quelqu'un de lointain qui dit voilà, j'ai entendu quelque chose qui résonne pour moi de façon contemporaine. Vous avez parlé de cette crise terrible, dévastatrice en Palestine. Vous avez parlé de l'Irak. Il y a un concept très intéressant que je voudrais que vous puissiez expliquer bien. C'est la comunidad enfrentada, ça c'est l'édition en espagnol. La communauté affrontée serait-ce, non? Dans ce livre, je lis le début, vous dites el estado actual del mundo no es una guerra de civilizaciones, es una guerra civil. Es la guerra intestina de una ciudad, de una civilidad, de una ciudadanidad que se despliega hasta los límites del mundo y por esto hasta el extremo de sus propios conceptos. Donc, vous affirmez que nous sommes dans une guerre civile, mais pas dans une guerre de civilisation, comme l'a
Freddy Huntington, l'historien Huntington, américain. oui. Hein? Mais, Qu'est-ce que c'est que cette idée de la communauté affrontée? mais bon, c'est l'idée que guerre des civilisations suppose qu'il y aurait au moins deux grands modèles de civilisation qui s'affrontent et que, donc, qui essayent de se faire valoir chacun l'un contre l'autre. Alors que je pense que ce qu'il y a derrière l'islam fanatique et ce qu'il y a derrière la démocratie américaine avec la religion civile américaine, bon, comme deux grandes affirmations de vérité justement déjà données, connues, ce que je disais tout à l'heure, pas connues et donc trop bien connues, ce sont deux images, ou deux versions de la même réaction au fait que le monde se referme sur lui-même. Et alors ce sont deux prétentions à venir poser sur ce monde fermé une vérité qui serait une seule vérité. Bon. Donc, en fait, ce dont il s'agit, ce n'est pas tellement de modèle de civilisation, puisque des deux côtés, on partage la même technique, la même économie, bon, etc. Que des deux côtés, on a aussi les mêmes problèmes. Hein. Mais ce dont il s'agit, c'est un seul monde, notre monde, le monde qu'il faut bien dire, qui est à la fois le monde de la technique et le monde du capital. Voilà. Ce monde s'est complètement refermé sur lui-même et alors il entre en guerre civile, comme je dis, avec lui-même, mais comme je dirais un individu quand il se replie sur lui-même, quand il ne croit plus à rien, quand il n'aime plus personne, quand il n'a plus rien qui le pousse au dehors. Il se bat avec lui-même. Il se bat avec lui-même à ce moment-là. Mais oui. Il y a un épisode de la Bible. Il peut aller jusqu'à Jacob qui se bat avec lui-même. Se bat avec lui-même sous la forme de l'ange de Dieu. Oui. Oui. Monsieur mais je crois vraiment que nous sommes dans un état comme ça de désespoir, presque de quasi-suicide. Aujourd'hui, on peut se demander si l'humanité ne va pas se suicider. Bon. Et la seule chance, je dirais, elle est nulle part. Nulle part dans les idéaux, dans les religions, dans les philosophies. La seule chance de l'humanité, c'est que les hommes continuent à vivre obstinément. Et c'est qu'ils continuent à avoir des rapports. Bon. Vous avez une idée très belle que j'ai trouvée ici à la Comunidad Inoperante. Vous dites quelque chose, c'est une idée qui m'a beaucoup plu, l'idée que la communauté doit se faire ayant comme base la fragilité humaine. C'est la meilleure forme d'unir une communauté, de faire une communauté, c'est à partir de la fragilité du fait de notre mort. Et que je l'entends comme ça, que tous les intentions de faire le communisme, par exemple, toutes les idéologies qui ont voulu mettre la communauté au centre, ont terminé par répéter les mêmes problèmes de l'individualisme, le fanatisme, etc. Mais c'est la fragilité, la possibilité de la base pour construire une communauté. Est-ce que c'est bien? C'est ça l'idée? Ah oui, tout à fait. Et en plus, je crois que au fond, nous le savons tous. Comment faire une communauté qui se fasse sur une fragilité? Ça, c'est... Mais par exemple, ça veut dire que quand nous parlons, si nous croyons que le langage peut achever une vérité, c'est-à-dire à ce moment-là, nous pensons que le langage n'est pas fragile, que le langage peut pas... Alors évidemment, là, nous sommes déjà tout près de la guerre. Parce que je vais dire, c'est ce que je dis qui est vrai. Bon. Par exemple, quand des fanatiques d'une religion disent que la lettre de la religion est la vérité, c'est qu'ils ont déjà traité un certain langage comme un absolu dépôt. Bon. Si au contraire, ce qui est le cas, je dirais tout le temps dans l'échange ordinaire, si nous savons que le langage
est quelque chose d'extrêmement fragile, qui n'arrive jamais à ce qui est supposé être ses fins. Mais si en plus nous ne regrettons pas de ne pas arriver à une fin, à un résultat final, alors nous sommes, oui, vraiment dans le sens de la fragilité. C'est comme aussi par rapport à la mort. Nous savons tous que nous mourrons tous. Nous sommes nus, nous sommes... Oui, mais... Oui, nu. Je crois que nu, c'est pas par hasard que nu est un grand mot du monde actuel. On dit... le nu. Oui, le nu, la nudité, le dénudement. Et alors en français aussi le dénuement, qui est un tout autre mot, mais qui veut dire n'avoir rien. Qui est d'ailleurs déjà le mot de Hölderlin aussi. Pourquoi des poètes en des temps de détresse, en allemand c'est wozu Dichter in dürftiger Zeit, et dürftig ça veut dire qui manque, qui est en besoin, en manque. Hölderlin dit aussi, los poetas van con la frente descubierta ante las tempestades del Dios. Les poètes avancent avec le front, non ouvert, mais nu, devant les tempêtes de Dieu. C'est beau ça. À propos de la fragilité, et pas pour closer ni pour finir, parce que c'est une conversation qui doit continuer, et j'aimerais bien au Chili, peut-être avec Manuel Garrido, vous devez y aller absolument, monsieur Nancy, au Chili. Oui, j'ai très envie d'y aller, j'irai une de ces prochaines années sûrement, oui. Il y a un livre qui m'a touché, c'est un livre, lire un livre d'un philosophe qui raconte une expérience vitale, qui parle pas, qui dit pas des idées, des concepts, c'est l'intrus. Que raconte ce livre? C'est écrit à partir de quoi? Qu'est-ce que l'intrus? Bon, l'intrus raconte l'expérience que j'ai eue d'avoir une greffe du cœur. Il y a 16 ans maintenant, j'ai été greffé du cœur. Parce que mon cœur était fini. C'est vrai que c'est une expérience de fragilité, une expérience fragilisante. Et l'intrus qui veut dire, je pense qu'il y a le même mot en espagnol. El intruso. El intruso, oui. Alors l'intrus, c'est l'étranger qui n'est pas du tout attendu et qui n'est pas accueilli et qu'on voudrait rejeter. C'est le cœur d'un autre. Donc comme c'est le cœur d'un autre, ça pose tout un problème immunitaire qui fait que mon organisme cherche à rejeter mon cœur. Enfin maintenant, il cherche sûrement moins depuis 16 ans, ils se sont habitués. Et donc j'ai voulu par là dire que la technique moderne, c'est-à-dire la science et la médecine moderne, nous mettent dans l'état de vivre ainsi dans un rapport tout de même très étrange avec des morceaux venus du corps d'un autre, c'est-à-dire d'avoir en nous une étrangeté telle qu'elle pourrait nous détruire si on ne prenait pas tout le temps de certains médicaments qui empêchent justement ce rejet, ce qu'on appelle rejet médicalement, de l'intrus, qui est le cœur greffé. Eh bien, moi je dirais que peut-être c'est ça un peu la tâche de la pensée aujourd'hui, c'est que l'humanité se sent comme ayant introduit à l'intérieur d'elle-même une quantité d'intrus. Par exemple, les organismes génétiquement modifiés, tout ce qui nous attaque de l'intérieur de notre propre civilisation, de culture. Bon. Comment pouvons-nous, et nous le devons, par conséquent, il faut bien que nous y arrivions, ou alors c'est la fin de l'humanité, comment pouvons-nous nous faire une immunité plus fragile afin de supporter ces intrus que nous n'arrêtons pas de nous injecter? Oui, c'est une manière peut-être de poser notre question. Ce que vous avez vécu, M. Nancy, j'ai un peu réfléchi, c'est peut-être que vous avez incarné vous-même dans votre corps certaines idées qui étaient dans votre philosophie, l'idée de l'autre, l'idée de le singulier et le pluriel, puisque un cœur de notre est dedans vous maintenant. Et ça, je trouve vraiment, c'est un miracle
ce dialogue entre votre philosophie et votre vie, cette cohérence qui se donne au niveau du corps. Ça serait peut-être l'aspect positif de l'incarnation de cette idée de l'altérité de l'autre dans votre corps. Mais oui, mais ça c'est une chance qui m'a été donnée par accident. Parce que mon cœur était malade. Et on n'a jamais su pourquoi il était malade. Mais vous savez, quand je dis que c'est une chance, souvent on dit « Oh, non, c'est vrai ». Mais si, c'est vrai, c'est vrai. Je crois que c'est vraiment une chance, parce que c'est une... ça m'a permis de réfléchir à quelque chose qui a le grand avantage d'être en même temps vraiment donné par chance par la technique la plus moderne. Monsieur Nancy, je veux vous remercier d'avoir été ici à la Nouvelle Beauté. Vous remercier de votre philosophie, il faut remercier aussi, c'est une des fonctions aussi de la pensée, remercier. Et je souhaite que, dans un temps bref, vous nous visiterez là-bas au Chili, à l'Amérique, au fond de l'Amérique. Je vous remercie aussi et je vous remercie pour le titre de votre émission, que je remarque, La Nouvelle Beauté. Ça, c'est déjà toute une promesse. Merci beaucoup, monsieur Nancy.